Je vois que cet individu-là qui est au bout de ma flèche en rouge, il est assez parlant, d'accord, pour ma deuxième composante principale. Et puis celui qui est tout en haut aussi. Donc je vais aller regarder par exemple ces deux individus-là, d'accord. Et puis je vais aussi m'apercevoir que par exemple ma deuxième composante principale, elle est corrélée positivement avec ma variable canonique T2. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle donne des informations similaires à la variable T2 et en même temps, là j'ai ces individus-là qui vont m'aider à comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc l'intérêt de ce graphique-là, hein, y a deux approches en fait, hein. C'est soit je reprends ce genre de mesures-là, qui sont des mesures purement numériques. Ça, c'est utile quand je suis en très grande dimension en fait, hein. Je peux superposer les graphiques, mais on ne va plus rien y voir. D'accord? Donc hein, l'idée, c'est que si je commence à retenir plein de comptes, je vais uniquement me baser sur des sorties numériques. Donc contribution relative des individus et coefficient de corrélation, juste numériquement. C'est des sorties numériques, donc c'est moche, il faut s'habituer à ça. Si j'ai la chance, par contre, d'avoir conservé que deux composantes principales, là, je peux synthétiser mes informations sur un seul et même graphique, je peux visualiser les choses, et c'est tout de suite beaucoup plus rapide. D'accord? Donc ça permet d'avoir comme ça, très rapidement des infos. Ouais. Ouais, alors il y a deux informations. D'accord? La première information, c'est les flèches en vert. D'accord, hein, la flèche en vert pour déterminer, donc les flèches, elles partent toujours de l'origine. D'accord, hein, elles partent toujours du zéro. Et en fait, ce qui compte dans la flèche, c'est le bout de la flèche. D'accord, donc le bout de la flèche, comment est-ce que je détermine, où est-ce que pointe ma flèche? Ben, je vais regarder le point qui est au bout de la flèche, hein, et je vais lire les valeurs sur la partie gauche ici, là, hein, et la partie basse. D'accord? Et donc là, par exemple, en ordonnée, je vais lire la corrélation de T1 avec ma première composante principale. Donc là, la corrélation, c'est bien compris entre -1 et 1. D'accord? Donc c'est pour ça que là, j'ai mon graphique hein, qui va bien entre -1 et 1. Donc, par exemple, ici, je vois que T1, sur mon dessin, elle est une corrélation négative, proche de -1 avec ma première composante principale. Et ensuite, je regarde l'ordonnée. Là, je vois que, donc je lis ici la corrélation, pareil, entre -1 et 1, entre T1 et ma deuxième composante principale. D'accord? Donc hein, là j'ai ces deux trucs-là. Ouais. Et bien, comme ça, en fait, vraiment, hein, vous les faites partir là de l'origine et vous les faites pointer vers le point là ici qui a pour coordonnées la corrélation ici et la corrélation. D'accord? Idem ici, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, quand je regarde T2, donc ma variable T2, là, hein, quand je vais regarder donc son abscisse ici, je vais avoir une corrélation nulle avec ma première composante principale. Et T2, par contre, là, je vais aller regarder sa coordonnée, ça va tomber ici. Je vais avoir une corrélation positive et assez proche de 1 avec ma deuxième composante principale. D'accord? Donc c'est comme ça que je construis les flèches, hein. Je pars toujours de l'origine et j'arrive toujours en ce point-là. D'accord? Le point qui a pour coordonner les corrélations. Donc c'est ce qu'on appelle le cercle des corrélations des fois. Hein, et ça me donne une info. Et donc l'intérêt visuellement, hein, c'est que, et d'une, l'orientation de la flèche me donne une idée sur avec quelle variable je suis corrélé. D'accord? Et j'ai aussi la longueur de la flèche me donne aussi une info sur l'intensité de la corrélation, hein. Là, on voit que T3, par exemple, c'est une toute petite flèche. Donc, ce n'est pas très significatif. Ici, hein, si je regardais les projections, là, je verrais que je suis à 0 là, pour la deuxième, quasiment proche de 0 pour la première. D'accord? Donc, quand j'ai une petite flèche, c'est que c'est peu corrélé, il y a peu de lien avec les variables canoniques. Par contre, quand les flèches sont grandes, c'est que là, je peux peut-être aller chercher de l'information. D'accord? Donc ça, c'est pour les flèches en vert, hein, donc je lis sur la gauche et en bas. D'accord? Et pour les points rouges, là, je lis en haut, sur l'axe en haut et sur la droite. D'accord? Et les points la façon dont je place mes points rouges, hein, c'est juste les coordonnées sur ce premier plan factoriel. D'accord? Donc si je reprends mon dessin de tout à l'heure, en fait, là, qu'est-ce que j'ai dessiné mes points en rouge, hein? C'est ce petit dessin-là que j'ai refait. Ah, j'ai tartiné aujourd'hui. Voilà. Ah, en fait, mon premier plan factoriel, en fait, il est déjà dessiné là sur mon dessin quand je suis en dimension 2, hein. Vous voyez que c'est mon axe en bleu, en fait. D'accord? Là, je suis déjà en dimension 2. Donc, en fait, là, je passe sur mon axe bleu. D'accord? Ça me donne premier axe principal, deuxième axe principal, hein. Donc, je le remets à plat. D'accord? Et je regarde juste les points rouges, leurs coordonnées sur ce nouveau repère en bleu. D'accord? Et ça, c'est ce que j'ai à la toute fin ici. D'accord, hein, voilà, c'est ce que j'ai à la toute fin. Là j'ai mon axe. Alors, j'ai changé de couleur, je suis désolé, mais
Ah, là, j'ai mon axe bleu sur mon précédent dessin. Premier axe principal, deuxième axe principal. Alors, il se trouve que je ne les ai pas mis croisés, sinon on n'aurait rien vu, hein, ils sont décalés. Mais c'est un peu le même principe, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait euh, le vrai axe, normalement, j'aurais dû les dessiner comme ça. Hein, un premier axe comme ça, le deuxième axe comme ça. Hein, et là, j'ai les coordonnées de mes points rouges sur ce premier point factoriel. D'accord? Donc là, l'avantage de ce graphique, c'est d'un seul coup d'œil, hein, je visualise et comment mon nuage de points il est réparti sur ce premier plan factoriel. Ça permet en un coup d'œil d'identifier quels sont les éléments qui sont vraiment marquants, hein, qui sont un peu, qui ont des comportements un peu extrêmes sur ce premier plan factoriel. Et en plus, en même temps, je peux voir la corrélation avec les variables canoniques de l'état. D'accord? Donc c'est juste le petit graphique qui va bien, qu'on voit souvent quand on fait des ACP, parce que voilà, il est très parlant. Alors, il y a beaucoup d'informations, hein. Enfin, pas de panique si là vous avez un peu de mal à voir, voilà, à voir toutes ces infos-là. Euh, on va en revoir plein là maintenant, d'accord? On va en regarder plein, donc on va les redétailler un par un tous ensemble. Et je vous enverrai les codes, vous pourrez reproduire ça chez vous tranquillement en bossant le cours. Et voilà, si vous avez la chance de pratiquer ça en stage là, le semestre qui vient, ou par la suite, d'accord, stage de fin d'études ou même dans votre vie professionnelle, on verra qu'après ça vient assez rapidement. Et l'intérêt, c'est qu'on peut donner des intuitions à des gens, encore une fois, qui ne sont pas forcément très familiers à ces questions. D'accord, hein, donc ça permet de... C'est un peu plus clair là, du coup, pour ce dessin-là, là, ouais, ça va mieux. Bon, encore une fois, pas de panique, hein, voilà, si c'est encore un peu difficile, on va creuser tout ça. D'accord, donc pour bien bosser ce chapitre-là, hein, donc c'est pas un chapitre facile, hein, enfin vous avez vu, on y a passé, on va être à facilement pas loin de 6 heures là, hein, sur la CP, 6-7 heures en tout. Donc c'est dense, il y a plein de notations, il y a peut-être c'est nouveau en plus, hein, enfin bon les stats vous avez commencé il n'y a pas très longtemps, en plus là on joue avec du descriptif, là vous faites de l'inférentiel en même temps, donc peut-être que ça rajoute un peu de confusion aussi, hein, donc il faut arriver à séparer tout ça, mais ça va venir. Et vraiment, peut-être une manière de bosser ça, c'est vraiment d'essayer d'identifier les points un peu saillants du cours. Hein, vous voyez, donc c'est très dense, j'ai tartiné plein de trucs, j'ai écrit plein de choses. Mais il y a quelques points importants, hein, comme déjà les notions de matrice de covariance, corrélation. Hein, c'est ma matrice gamma M, gamma. Donc elle est importante, on voit qu'elle est centrale. Après, il y a cette idée d'aller chercher les axes principaux. D'accord, ça c'est un point important. On s'aperçoit que ces axes principaux, c'est les vecteurs propres de cette matrice gamma M, hein, et les inerties axiales associées, c'est les lambda, les valeurs propres associées. Et une fois que j'ai ça, après l'idée c'est de réduire, hein, de compresser et d'essayer de donner un sens ensuite à tous ces trucs-là. Donc en regardant les corrélations entre les nouvelles variables qu'on a créées et les anciennes, et les contributions des individus. D'accord, moi je vous ai résumé la CP en 30 secondes, c'est peut-être un peu violent, mais ouais, enfin l'idée c'est d'essayer de surnager un petit peu là dans toutes ces notions-là. Et puis après, pas hésiter à refaire voilà, les exos que je vous ai laissés. Je pense que c'est souvent assez révélateur, hein, de savoir si vous avez bien maîtrisé bien les premiers matrices vecteurs, etc. Et vous avez bien compris. Et puis pourquoi pas d'essayer de refaire des petits calculs ou de voilà, recomprendre les démonstrations parce que ça donne du sens à tout ça. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a encore des questions, y compris ceux qui sont en distanciel là ou est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on avance? Je vous montre les applis. Allez, bah super, super, super. Donc, je vais garder ça en fond, hein. Peut-être qu'on y reviendra si nécessaire. Et de quoi je vais avoir besoin, c'est donc effectivement Studio. Donc on va reprendre, hein, on va reprendre tout ça. Donc hein, on se le refait tout doucement, d'accord? Donc c'est le jeu de données hein, qu'on a vu hier, qu'on a déjà utilisé pas mal en fil rouge. Donc je vous rappelle le contexte, hein. On a notre matrice X de départ qui contient donc les lignes, c'est nos individus. Là, c'est des vrais individus en l'occurrence. Enfin, c'est des vrais en tout cas, hein, fictifs, mais en tout cas, voilà, ça représente des individus. Sur les colonnes, donc c'est nos variables canoniques, hein, les variables de départ qui sont des notes dans différentes matières, hein, maths, physique, français, anglais. D'accord? Donc on a 4 notes, 4 variables et 9 individus. D'accord? Et l'objectif, c'est de lancer un petit peu la CP. D'accord? Donc ce qu'on a commencé à. Ouais, 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 ouais. Hop, voilà.
Et du coup, donc, hein, donc si on part là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, hein, peut-être juste, je relance rapidement hein, pour dire qu'effectivement, on a P égale 4, N qui vaut 9. On peut donc recentrer la matrice. Hein, donc ça, c'est l'étape de départ, c'est de se dire que là, j'ai mon individu moyen, ici. Hein, j'espère que tout le monde voit, y compris ceux au fond. En tout cas, l'individu moyen, bah, effectivement, il est proche de la moyenne partout, hein, proche de 10 en tout cas. Donc le jeu de données pour ça, il est assez équilibré. Et là, en fait, chaque nouvelle variable, là ici pour l'instant, c'est transformation des variables canoniques, c'est en fait les écarts à la moyenne. Donc plutôt que regarder les notes en elles-mêmes, on regarde plutôt les écarts à la moyenne hein, pour centrer le nuage de points en l'individu moyen. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini, on a introduit hein, effectivement cette matrice W, la matrice gamma ici, qui est T transpose WT. Hein, et cette matrice T transpose WT, dans ce contexte, c'est exactement ma matrice de covariance. Hein, d'accord? Donc on voit qu'on a une covariance ici entre les maths, entre la physique, le français et l'anglais. Donc ça dépend pas mal hein, de effectivement l'échelle à laquelle on regarde les données. Et puis après, ici, donc il y a quelques petits jeux ici pour récupérer, par exemple, ouais, j'ai dû changer en plus une notation entre temps. Voilà, j'avais mis un petit message d'alerte hier pour dire qu'effectivement, j'avais cette matrice gamma ici pour nous hein, qui va jouer. Donc peut-être pour M, hein, ce qu'on va faire, on va regarder la matrice grand M. Qu'est-ce que je prends? Désolé, hein, je redécouvre un peu mon code. Alors pourquoi j'ai 11 coordonnées là que j'en avais 9? Je ne sais pas trop pourquoi j'ai ce M1 là. Bon, passons, on va prendre M égale identité. Ce qui va nous intéresser, on va aller là, hein, ici, effectivement, en regardant donc la décomposition en valeur singulière de la matrice grand G, donc de ma matrice gamma M. Là, on va supposer qu'on travaille avec la matrice identité. Hein, le pari qu'on fait, c'est que les notes sont relativement homogènes. En tout cas, la façon de noter, hein, c'est déjà la même échelle, hein, de 0 à 20. Donc, on est en train de comparer des notes dans un même lycée. Voilà. Donc, a priori, on ne va pas faire de renormalisation ou autre. D'accord? Donc, si je regarde ensuite, effectivement, la décomposition en valeur singulière, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 4 vecteurs propres ici hein, qu'on va obtenir. Donc ça, c'est voilà, donc là, j'ai A1 sur la première colonne, A2, A3 et A4. Donc j'ai mes 4 vecteurs propres. Et là, je récupère les inerties axiales associées. Hein. Les valeurs propres associées, vous vous rappelez, c'est les inerties axiales associées. Donc là, j'ai une première valeur propre qui est de l'ordre quasiment de 30, l'autre de 12. Hein. Ce qu'on avait fait, je n'ai pas refait le calcul, mais quand je faisais là le somme de diac de G, hein, ici, pour regarder donc l'inertie, c'est pas ça que je vais faire. Hein, donc l'inertie globale, elle est graphique, elle est ici, elle est de l'ordre de 40. D'accord? Et donc si je fais, je ne sais pas pourquoi je suis revenu là, j'étais sur le chapitre 2. Hein, donc quand je fais ici effectivement la somme des valeurs propres de G, hein, la trace est invariante par changement de base. Hein, on a vu que l'inertie globale, c'était la trace de la matrice gamma M, ici gamma. Et donc effectivement, je n'ai pas changé ma trace. D'accord? Sauf que là où j'ai gagné, c'est que dans la nouvelle base donnée par les nouveaux vecteurs propres, enfin les vecteurs propres, d'accord, ce qu'on a, c'est qu'on a une première inertie axiale de l'ordre de 28, une deuxième de 12. Donc avec mes deux premières valeurs propres, je capte quasiment plus de 99% de l'inertie de départ. D'accord, hein, donc ça, c'était ce qu'on avait. J'avais dû vous montrer le petit calcul ici. D'accord, hein, là, j'ai effectivement hein, 70%, un tout petit peu plus de 70% de l'inertie globale pour le premier axe. Le deuxième axe, il me capte un tout petit peu moins de 30%. Et donc, si j'additionne les deux, hein, donc par exemple, si je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, je me fixe un niveau, mettons 90%, pour savoir combien de composantes je vais garder. Bah là, j'ai deux composantes avec 99%, donc ça diminue mon niveau alpha. Hein, et tout ça, ça va bien fonctionner. D'accord? Donc, l'idée un petit peu générique, hein, donc on peut vérifier que ça semble bien. Hein. L'idée générale, là, en partant de ce jeu de données-là, c'est de se dire, hein, on s'est arrêté là hier sur l'interprétation, on ne va conserver que deux composantes principales, hein, les deux premières composantes principales, et le reste, on voit que les deux composantes qui vont rester, les composantes 3 et 4,
En fait, à eux deux en cumulé, elles représentent ouais, même pas 1 pour 1000 là, de l'inertie de départ. Donc c'est du bruit, quoi. En fait, ça, c'est des petites variations résiduelles. On va les laisser tomber. D'accord? Donc voilà, voilà. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va pouvoir bah, se lancer dans l'interprétation. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer vraiment à la suite. Donc là, par exemple, sous R, hein, il y a une manière assez sympa, il y a des commandes toutes faites, hein, on ne va pas se retaper tous les calculs qu'on a fait, aller chercher les différentes quantités. Donc en particulier, sous R, hein, je peux stocker, donc faire la composante principale, un Principal Component Analysis, ça c'est printcomp, qui va faire effectivement stocker dans la partie ACP mes différentes composantes principales. D'accord? Donc je vais avoir exactement ici ces trucs-là. Donc vous voyez que je récupère les, euh, les écarts types de mes différentes composantes de manière directe. D'accord? Donc les écarts types, si je les mets au carré, j'ai bien les variances de départ. Hein, 5,3 au carré, ça va faire 28 à peu près. 3,4, ça doit faire à peu près 12, d'accord, hein, si je le mets au carré, etc. etc. Donc là, j'ai en fait la racine des lambda, hein, les écarts types de mes nouvelles variables. Qu'est-ce que j'ai stocké dans la partie ACP? Hein, donc ce que j'ai stocké, alors il y a pas mal de choses ici. Il y a donc les échelles, nombre d'observations, les scores, bon, on verra, les loadings, donc c'est effectivement les vecteurs propres. Et en particulier, si je regarde ce truc-là, donc les loadings, je récupère exactement normalement mes vecteurs propres de tout à l'heure. Hein. Donc j'ai 0,5, 0,5. Voilà, hein, on retrouve à un signe près. Hein. On sait que les vecteurs propres, ça marche à un signe près. Donc c'est exactement le même truc. Hein. Vous voyez qu'on retrouve exactement les vecteurs propres qu'on avait initialement. D'accord? Donc hein, les loadings me renvoient exactement ces trucs-là. Et puis si par exemple hein, je multiplie donc ce que j'ai appelé V, mais pour moi ça doit être G maintenant. Hein, donc si je multiplie G par le premier vecteur propre, d'accord, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer quoi? Donc normalement, c'est ça, c'est censé me donner ma première composante. Est-ce que je la retrouve? Ouais, c'est ça, je suis censé retrouver ma première composante. D'accord, donc là, on peut le regarder. Là, pareil, mon Y, c'était quoi? Ah, j'aurais dû garder une trace de ce truc-là. Ça doit être monté. D'accord, donc quand je vais regarder mes composantes, voilà, hein, donc mes scores ici, donc ça c'est ce qui va m'intéresser. Hein, vous voyez que là j'ai récupéré, grâce dans cet objet ACP, là, ce que je vais récupérer, c'est la valeur de mes différentes composantes. Donc là, vous voyez que j'ai ma composante 1, ça c'est ma première métavariable que je récupère. Hein. Je peux afficher peut-être le tableau. Le tableau, on l'avait appelé comment au-dessus? Grand T, hein, directement. Vous voyez, donc je pars du tableau grand T de départ, qui sont les écarts à la moyenne de mes individus, avec les variables canoniques. Et là, j'ai fait une transformation hein, en regardant donc les composantes. Je vais récupérer exactement la première composante, deuxième composante, qui sont effectivement les valeurs de mes individus pour cette première métavariable et pour cette deuxième métavariable. Hein, au passage, on se rend compte que les composantes 3 et 4, c'est que du bruit, hein, c'est que des trucs 0,0 machin. Hein, donc c'est pas là qu'il y a de l'information, c'est plutôt sur les deux premières composantes. Voilà. Et juste peut-être, hein, alors je le remets là ici, hein, c'était juste un petit calcul pour vérifier qu'effectivement on a bien les composantes. Vous voyez que quand je fais t fois chacun des vecteurs propres, d'accord, hein, c'est-à-dire je vais calculer les projections de mon nuage de points euh, sur les différents axes principaux, je retombe bien à chaque fois sur les composantes. Hein. Je suis en train de faire le même calcul ici. Hein. ACP score, c'est juste le produit de t avec mes vecteurs. Ok, donc là, il y a un petit code là qui permet de retrouver rapidement ces trucs-là. Peut-être je vous laisserai le regarder. Normalement, c'est tout bon. Peut-être ce qui est peut-être plus intéressant pour nous, c'est d'aller regarder directement, faire ce qu'on appelle le biplot, d'accord, qui va être effectivement le graphique qui va nous intéresser. Donc, c'est exactement le graphique que j'ai essayé de vous dessiner tout à l'heure. Alors, les couleurs ne sont pas les mêmes, hein, mais on retrouve un petit peu finalement les mêmes choses. Donc vous voyez que j'ai bien hein, ici à gauche et en bas, j'ai des corrélations, hein, c'est bien entre -1 et 1.
hein, les graduations. Donc, je vais bien récupérer les corrélations. Là, je vais bien récupérer ici à droite, sur l'axe de droite et l'axe d'en haut, là, c'est bien les projections de mes individus sur mes axes. Donc, ça vit entre moins 15 et 15. Là, ça dépend de l'échelle à laquelle je regarde les données. Il n'y a pas de règle. Et donc, effectivement, comment est-ce que je lis ce graphique, hein? Je lis que, par exemple, Baptiste, d'accord, la valeur de cet individu-là, sur le premier plan factoriel, en fait, donc il prend la valeur, quelque chose qui est proche de 10 hein, dans la première composante, quelque chose de proche de 0 sur la deuxième composante. Et ça, en fait, je le vois ici. D'accord? Je le vois là, je vois que là, j'ai les coordonnées de Baptiste dans les deux premières métavariables. Hein, je vois que j'ai effectivement Baptiste, il a une valeur quasiment proche de 10 sur cette première métavariable, quasiment proche de 0 sur cette deuxième métavariable. D'accord? Donc je retrouve ici hein, proche de 10, premier axe, proche de 0 sur la deuxième axe. Ok, et après on pourra aller regarder, alors je ne l'ai pas fait dans mon code, il faudra que je le mette à jour là, mais on pourra aller regarder les corrélations, aller faire ça à la main. D'accord? Et par exemple, pour voir comment fonctionne la flèche français, là ici, hein, français, anglais, maths, physique, ben, je vais aller regarder les coordonnées du point qui est au bout de la flèche, hein, c'est ça qui compte, je vous avais dit. Et donc ce que je vois, c'est que par exemple, la variable canonique français, qui est une des variables de départ, elle est corrélée à 0,5 avec la première composante, donc c'est raisonnable, hein, elle est un peu corrélée positivement, et un peu corrélée négativement avec la deuxième composante. D'accord? Et en fait, vous voyez que là, donc, toutes mes variables, elles sont corrélées positivement avec la première composante. Par contre, j'ai une opposition ici. Hein, j'ai le bloc là, anglais-français qui est plutôt corrélé négativement avec la première composante et plutôt positivement avec la deuxième composante pour ce deuxième. Donc là, on voit que les orientations changent. Pour la première composante, ce sont les mêmes. Pour la deuxième composante, il y a une opposition qui se crée entre ces deux blocs. Alors, est-ce qu'il y a des suggestions là pour essayer d'interpréter là ces composantes et cette décomposition là en ACP? Comment est-ce que je pourrais, quel sens je pourrais donner à ces composantes principales qui sont là, hein, on les retrouve ici. Euh, j'ai ces composantes principales, les deux, vous oubliez les 3 et 4, hein, on va garder uniquement les deux premières. Ouais, exactement. Alors ça c'est chouette, donc très très bien. Ouais. Donc ça c'est plutôt la composante 2 du coup. Hein. La composante 2, on voit qu'on a une opposition entre effectivement les matières scientifiques et les matières littéraires. D'accord? Donc ma composante 2, hein, j'ai plutôt à les corréler positivement avec maths physique, négativement avec anglais-français. Donc elle m'oppose les sciences et finalement euh, le- plutôt les langues, on va dire. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est ma deuxième composante. On peut regarder un petit peu ce truc-là. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la première maintenant? Je vous affiche, hein, je remets le zoom, là, c'était juste pour avoir. Qu'est-ce qui s'est caché? Il est là. Hop. Ouais, ouais. Alors, sur quoi vous appuyez là, du coup, ici Exactement. Ah bah, super. Voilà, là on a tout, hein. On a tout, on a tout. Alors on peut utiliser hein, vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est prendre des individus qui sont un peu marquants. D'accord? Effectivement, si on veut s'en convaincre de tout ça, on va regarder les deux individus marquants pour la première composante. Hein, c'est ceux qui ont les contributions relatives individuelles les plus fortes. C'est Baptiste et Nathan. D'accord? Ils sont un peu opposés là sur cette première composante. Et si je vais regarder effectivement le tableau T de départ, je vois que Baptiste, il est toujours systématiquement 5 points au-dessus de la moyenne de la classe. D'accord? Donc effectivement, il a des super notes. Et même en fait, hein, vous pouvez regarder, c'est plus ou moins, il majore à chaque fois les notes. Hein, on peut aussi afficher le tableau X de départ, peut-être, qui est un petit peu plus parlant. Hein, si on veut regarder en termes de notes, hein, on voit qu'effectivement, Baptiste, bah, il majore quasiment partout. Au contraire, on voit que Nathan, ici, lui, c'est le contraire, il a tendance plutôt à minorer hein, les notes. D'accord? On le retrouve ici sur les écarts à la moyenne, il est systématiquement en négatif
par rapport aux écarts à la moyenne. Donc ces deux individus-là, ils sont utiles parce qu'effectivement, ils sont très discriminants pour cette première composante, hein. J'ai vraiment une opposition entre voilà, celui qui majore, celui qui minore. Et donc ça, c'est le premier truc qui peut nous mettre la puce à l'oreille, hein, sur le fait qu'on est en train d'évaluer le niveau avec cette première composante. Et on peut voir aussi que la première composante, elle est systématiquement corrélée positivement avec toutes les variables. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les variables. Les quatre variables canoniques de départ, maths, physique, anglais, français, elles ont quasiment la même corrélation, hein, un chouï près, de l'ordre de 0,5, avec cette première composante. D'accord? Donc ça veut dire que cette première composante, quand la première composante elle prend des grandes valeurs, bah, j'observe des grandes valeurs aussi dans chacune des matières et inversement. Donc c'est bien en fait effectivement un niveau général qu'on est en train d'essayer enfin qu'on est en train de mettre en évidence ici. D'accord? Donc vous voyez, il y a vraiment, enfin on peut vraiment s'appuyer sur la dualité, hein, entre les individus et les variables ici pour confirmer ou infirmer finalement notre discussion. D'accord? Donc ça c'est pour donner vraiment sur le premier axe, hein, sur ma première composante. Et puis après, effectivement, donc, comme ça a été aussi souligné, pour la deuxième composante, donc là je regarde plutôt en vertical, je peux voir qu'effectivement j'ai une opposition de mes flèches, hein, maths physique, est plutôt corrélée positivement avec cette deuxième composante. Négativement, la deuxième composante elle est corrélée négativement avec anglais et français. D'accord? Donc la deuxième composante, elle oppose les maths et la physique et l'anglais et le français. Donc c'est voilà, on va un peu dans ce sens-là. Et pareil, si je veux m'en convaincre, je peux prendre deux individus qui sont un peu extrêmes sur ces trucs-là. D'accord, hein, je peux regarder Inès et Lucas, par exemple, ici. Hein, ce que je vois, c'est que Inès, donc si je la regarde, bah, elle, c'est flagrant. D'accord, hein, c'est flagrant. Elle est plutôt meilleure dans le bloc maths physique que dans le bloc français-anglais. D'accord, et malgré tout, Inès, par contre, elle est assez centrée sur le premier axe. Hein, c'est quelqu'un qui a des résultats moyens. D'accord, donc elle ne serait pas forcément très parlante pour le premier axe, au sens où elle a des résultats moyens. Par contre, pour le deuxième axe, on voit que là, elle est parlante parce que là, c'est très opposé, quoi. Vraiment, là, elle a vraiment un profil scientifique. D'accord. Au contraire, Lucas, hein, Lucas, pareil, qui est proche des individus moyens, et ben en fait, ce qu'on voit, c'est que Lucas, si on regarde, lui, c'est le contraire, en fait. Hein, donc, il s'est pris des boîtes là en maths physique. Par contre, en français-anglais, ça marche plutôt bien. D'accord. Donc là, cet individu-là, il va vraiment nous aider aussi à regarder un peu ce qui se passe. Et puis après, on peut aller regarder voilà, les individus. Hein, on voit que par exemple Baptiste, lui, Baptiste, qui il majore partout et en fait, il est homogène. Donc, quelque part, lui, il n'est pas parlant pour la deuxième composante. Il est uniquement parlant pour la première. D'accord. Donc voilà, on peut vraiment se servir de tout ça. Donc là, il se trouve, on a de la chance, on est sur un exemple pédagogique, hein, donc tout marche bien, c'est super. Il y a des cas de la CP où des fois, il faut un petit peu plus tâtonner pour arriver à trouver des infos, d'accord? Mais bon, voilà, on peut arriver quand même malgré tout à dire un petit peu les choses. Ouais. Oui, oui, alors c'est prévu, hein, je vous envoie les codes. Ouais, je vous envoie, je vous ai dit, là, je vous ai promis. Alors, vous verrez mes codes, du coup, ils sont, je les ai minés parce que j'ai changé les notations en cours de route. Donc, j'ai laissé le petit commentaire. Il faudra bidouiller. Mais effectivement, je vous envoie, donc je vous fais ça la semaine prochaine, je pense, j'aurai un peu de temps là, plus que cette semaine. Je vous enverrai les sujets des années précédentes, les scripts et les jeux de données. Comme ça, vous pouvez vraiment après vous faire la main là-dessus et aller regarder tout ça en détail. Ouais, alors celui-là, en fait, c'est juste là, j'ai essayé de refaire le script à la main. D'accord? Donc c'est pour montrer que là, on faisait bien ce que fait le script, c'est-à-dire on va regarder effectivement des histoires de corrélation, etc. Pour ces trucs-là. Hein, mais effectivement, en fait, là, on a une routine en fait qui fait ça. Voilà, exactement. Hein, enfin, vous pourrez voir. C'est même moins joli, donc autant garder ce biplot et qui va bien. Est-ce qu'il y a des questions là, du coup, sur ce jeu de données là, ou c'est clair? Vous voyez vraiment l'intérêt, enfin, c'est un peu la puissance. Alors, encore une fois, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Faut que le jeu de données il soit là, celui-là, il était construit pour que ça marche bien, donc c'est cool. Mais l'intérêt, c'est que vous voyez là, très rapidement, avec ça, quand on va regarder le jeu de données X de départ, bon, bah, ok, on peut dire voilà mes notes. Ok, bah, très bien, mais voilà, pour aller sentir un petit peu ce qui se passe, il faudra soit avoir une bonne connaissance des données sous-jacentes, soit y aller un peu au pifomètre. Et l'intérêt de la CP, là, c'est que vous voyez, on peut résumer en fait mon jeu de données avec seulement en dimension 2. Là, j'étais en dimension 4, je peux le passer en dimension 2.
Et je peux directement dire, bah voilà, j'ai des profils d'étudiants quelque part, hein, donc plutôt bons, plutôt un petit peu faibles, et plutôt scientifiques, plutôt littéraires. Et là-dedans, je peux après placer, positionner mes individus là-dedans. D'accord? Donc, on pourrait imaginer voilà, plein d'autres applications où ça pourrait être super pertinent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu de données? Alors, c'est pareil, j'ai pas, chaque année, il faut que je replonge là-dedans. J'ai pas vraiment, je me suis pas remis dans le bain. Je vais vous retrouver ça. Voilà, donc il y a peut-être celles-là, elles sont chouettes. Euh, les, ouais, les données bassin, elles sont sympas. Les données du bassin, donc je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé au tout début. Alors qu'est-ce qui me fait? C'est pas le bon truc. Alors je vais me remettre là où j'étais peut-être. Ok, voilà. Donc là j'ai mes données du bassin. Et est-ce que je peux les afficher? Elles sont là. Donc je sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai donc ces données de bassin elles sont extraites d'une thèse, donc pareil, je vous les enverrai, hein, une thèse qui a été soutenue à Bordeaux de paléontologie, qui doit dater d'une quinzaine d'années. D'accord? Donc c'est des données, ça représente, donc alors, je ne saurais pas vous donner les dates, hein, je dois avoir les références quelque part si jamais ça vous branche. Hein, donc l'idée c'est qu'on a une quarantaine de squelettes ici, d'accord, hein, qui sont là, une quarantaine de squelettes pour lesquels on fait des mesures sur le bassin, hein, donc le squelette. Alors je ne sais plus à quoi correspondent les variables, hein, V3, V4, V5, V6, etc. Mais en tout cas, c'est largeur, profondeur, on regarde des écarts entre des mesures vraiment bien particulières. Donc on a toutes ces quantités-là. Et il se trouve que là, pour nous, on a le sexe, d'accord? Donc les bassins ont été identifiés, mais on a le sexe des individus. Et puis là, ici, on a effectivement des noms d'individus, hein, ils sont numérotés. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc stocker, euh, regarder donc effectivement cette quantité-là. D'accord? Donc ça, c'est les hommes et les femmes. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une ACP. Alors, il me semblait que je voulais la retirer. Oui, c'est ça. En fait, ouais, donc on retire ici, hein, c'est ça. Donc on retire les lignes. Alors, j'ai pas défini bassin. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ouais, ok. Alors, je recommence. Je suis désolé, je redécoupe mon jeu de données. Donc, c'est ça. Je retire, hein, les 43-44 qui sont des individus particuliers, hein, qui sont ces deux-là. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Donc, j'avais préféré les retirer histoire de pas. Ça pose pas de souci, hein. Donc, si je regarde, effectivement, j'ai bien mes 21 femmes et mes 21 hommes. D'accord. J'ai bien ma variable sexe, hein, qui est ici que je peux afficher ou que je peux la transformer, avoir ici ces trucs-là. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer donc à nouveau la 43e ligne. Pourquoi il me semblait que j'avais déjà fait. En passant. Et je vais surtout retirer la première colonne. D'accord? Donc si je réaffiche ces données bassins, désolé, hein, je tâtonne un peu. Là, vous voyez que j'ai oublié le sexe des individus. D'accord? Donc j'ai fait en sorte d'oublier parce que c'est une variable catégorielle et donc ça mettrait le bazar dans mon assiette. D'accord? Donc j'ai oublié cette variable-là. Alors là, j'y vais un peu cash, hein, j'y vais un petit peu cash. On peut récupérer ici mes composantes principales. Alors il faudra les retrouver, retrouver peut-être si je fais un summary. Est-ce qu'on pourra avoir une représentation synthétique, voilà, de mes variables? Donc l'idée, voilà, c'est que je vais récupérer quand je fais l'importance des composantes. Vous voyez, je vais aller regarder les standard deviation. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup moins net, hein, que ce que j'avais pour les données avec les notes, hein, des étudiants, au sens où la première variable, il faudrait mettre ça voilà, j'ai les proportions de variance. Vous voyez que la première composante, elle m'explique 40% de l'inertie globale quasiment, 25% la deuxième, et après je bascule à 12, 10, 6, 2, etc. Donc vous voyez que ça se casse la figure, mais c'est pas aussi net que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais vraiment deux premières composantes et c'était fini. Là, ça décroît et voilà.
voilà, elle décroît quand même relativement lentement. Donc là, on pourrait se poser vraiment la question dans ce jeu de données-là, hein, de combien de composantes on va garder. D'accord? Clairement, les deux premières, on les garde, hein, puisqu'on sera déjà quasiment à plus de 60%, quasiment 70%. Ça vaudrait peut-être le coup éventuellement de garder la troisième et la quatrième, d'accord? Et puis peut-être au-delà, après, se dire, j'aurais atteint quasiment les 80%. D'accord? Donc ce serait une vraie question de savoir, avec méthode du coude ou autre, là, combien de composantes je vais garder. Alors ce que je voulais vous montrer là, c'est si je me tente un biplot, d'accord? Alors là, je vais travailler uniquement sur le premier plan factoriel, hein, donc bien garder à l'esprit que sur ce premier plan, j'ai 38 plus 25, hein, ça fait un petit peu plus de 60% de l'inertie globale, donc c'est un résumé des données qui est voilà, qui n'est pas complet, hein, c'est contrairement à tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à zoomer? Ouais, il est là. Hop, il est là, je le donne. D'accord? Donc voilà, on arrive ici à récupérer ce biplot, d'accord? Et on peut peut-être essayer après de se lancer dans une interprétation, alors sachant qu'il manque plein d'infos, hein, on ne sait pas à quoi correspondent les différentes variables. Mais est-ce que déjà là, on arrive à dire des choses un petit peu sur ce jeu de données? Voilà, ça c'est vraiment le truc flagrant en fait, hein. Vous voyez qu'en fait ma première composante, elle me sépare quasiment parfaitement les hommes des femmes. D'accord? Donc ça, alors là j'ai gardé moi hein, ici effectivement la trace du nom des individus parce qu'ils ont été étiquetés au préalable, d'accord? Donc on peut imaginer qu'il y a des experts qui sont passés qui vont dire ah, ça c'était un squelette d'homme, un squelette de femme. Mais vous voyez que là le fait de faire de l'ACP, donc j'ai toutes ces variables là hein, qui sont assez grandes. Très rapidement, là j'ai créé une métavariable qui est la première composante, qui me discrimine de manière hyper forte le sexe des individus. D'accord? Et ça veut dire que pour cette première métavariable, hein, donc en projetant mes points sur le premier plan factoriel, en tout cas sur le premier axe principal, rien qu'avec la valeur de cette variable-là, je peux quasiment déterminer le sexe. Donc on peut imaginer, là, il y a un nouveau squelette qu'on met à jour, on n'a pas d'expert sous la main, d'accord? Ben, on fait les mesures sur le bassin, on projette le nouveau point qu'on a obtenu sur le premier axe principal, et vous êtes capable directement, quasiment, de faire une prédiction sur le sexe de l'individu. Sans rien connaître à l'anatomie, à rien du tout, si ce n'est connaître le sens des verbes. D'accord? Donc là, à nouveau, on a une manière comme ça de résumer de l'info qui est hyper pertinente et qui peut aussi nous amener un peu vers ce qu'on va essayer de faire derrière, hein, de faire des groupes d'individus, faire de la classification, etc. D'accord? Donc notamment en apprentissage, donc ça ouvre un peu, ce truc-là, il ouvre pas mal de portes, hein, notamment vous verrez en 4A, en 5A, des méthodes d'apprentissage automatique, hein, machine learning, intelligence artificielle. Des fois, on a des très gros jeux de données aussi pour lesquels on essaie d'apprendre comme ça une caractéristique, donc ça peut être le sexe. On peut faire une ACP au préalable pour réduire la dimension du jeu de données et avoir comme ça des variables qui sont bien plus discriminantes que celles qu'on a au préalable. D'accord? Donc l'ACP va aussi servir dans ce contexte-là de réduction de dimension, d'aller chercher de l'info et de pouvoir peut-être discriminer vos individus. D'accord? Alors après, l'étape suivante, ce serait de se dire qu'est-ce que c'est en fait hein, la deuxième composante. On voit qu'on a cette variable V11, V7 et V3 là, qui sont hyper corrélées à cette deuxième composante principale. Ça vaudrait peut-être le coup d'avoir un sens là-dessus. Pareil, on pourrait aller regarder les individus hein, qui sont M2, M15, et puis les individus ici, par exemple M18, F4, F5. D'accord? Ces individus-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier hein? Donc, ils ont probablement des grandes valeurs pour V11, V7 et V13. Et si on a la chance d'avoir un expert sous la main qui vous dit, bah voilà, V11, V7 et V13, c'est ça qu'on est en train de mesurer, bah là, vous pourrez dire, là, on a une deuxième caractéristique. Alors, peut-être, par exemple, ça pourrait être la taille des individus. D'accord? On pourrait imaginer que la deuxième composante, on a une première composante qui vous discrimine le sexe, une deuxième composante qui vous discrimine, par exemple, la taille, hein, donc la taille est corrélée à la taille de votre bassin ou la largeur du bassin, par exemple, je ne sais pas, des choses comme ça. D'accord? Bon, là, on manque d'infos hein, pour pouvoir faire des choses un petit peu sympas. Donc, c'est un peu les limites. Il faudra aller lire la thèse pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dessus. J'ai plein d'autres jeux de données. Je vais vous envoyer tout ça hein, ici, à droite, à gauche. L'idée, bon, on pourrait y passer toute la matinée. Hein. J'en ai quelques-uns. Donc, on peut faire pareil. Il y a des données, il y a des choses sur le cidre. Et est-ce que j'ai pas un truc? Je suis en train de chercher. Donc, ça doit être. Je cherche un point R là-dedans. Peut-être celui-là. Ah, si c'est deux que j'avais donné. Alors, ça, c'est le cidre.
Bon, aussi, non, c'est pas fou, mais on va le chercher ailleurs. 18-19 peut-être. Celui-là, il est chouette. Ouais, celui-là, il est chouette. Qu'est-ce que c'est ce jeu de données? Est-ce que ça marche? Ouais, des cas. Ça, c'est des vraies données aussi. Donc, le jeu de données, c'est, alors, il faudrait retrouver, c'est les résultats du concours de pentathlon aux Jeux Olympiques de 1900, je sais plus quoi. Est-ce que j'ai le sujet? Peut-être, j'avais dû l'écrire. C'est le CC1, je vais le retrouver là. C'est pas de première importance, hein, mais on va contextualiser quand même les données. Donc c'est CC2, 18-19. Il est là. Voilà, 1988. Et c'est du décathlon. C'est pas du pentathlon, c'est du décathlon. Hein, donc c'est le résultat du concours de décathlon aux Jeux Olympiques de 1988. Donc vous avez les différents candidats, hein, concurrents ici, qui sont sur la gauche. Donc c'est chez les hommes, hein, de mémoire. Et vous avez le résultat donc aux 10 épreuves du décathlon. D'accord? Donc il faut courir un 100 mètres, saut en longueur, il y a un lancer, je pense, un saut en hauteur, un 400 mètres, hurdle, c'est les haies. Ça, c'est le disque. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être la perche. Ça doit être la perche. Vous avez le javelot et vous avez le 1500 mètres. D'accord? Donc vous avez les résultats à chaque fois ici pour chacune des épreuves, hein. Donc, par exemple, le premier, là, il a fait 11,25 au 100 mètres, 7,43 au saut en longueur. Il a lancé à 15 mètres, il a sauté 2,27 en hauteur, 48,90 au 400 mètres. Voilà, et puis il a couru un 1500 mètres, donc ça va être en secondes, là, en voilà, 268 secondes 95, je sais pas, il faut faire la conversion, là. C'est un peu plus de 4 minutes, je pense, hein, pour 6 fois 4, 24, c'est ça, 4 minutes et 4 minutes 28. Donc voilà, ce qui est honorable. Voilà, et donc vous avez ces différents individus, donc pareil, hein, alors l'idée, vous verrez, je vous enverrai le code, et puis il y a le devoir justement d'il y a 2 ans, hein, c'est 18-19, donc c'est même il y a 2-3 ans. Donc là, je leur avais demandé, hein, à ceux qui vous ont précédé, qui sont en 5K maintenant, de retrouver un petit peu toutes ces quantités-là, hein. Donc il y a toute une discussion. Et pareil, on peut aller très rapidement. Donc ça, vous verrez le détail. Bon là, je fais à chaque fois le biplot parce que ça va très très vite, mais euh, je vous laisserai y aller tranquillement, hein, tranquillement dans ce jeu de données-là. Et ouais, il faut quand même que je travaille un petit peu. Donc je vais retirer le score, la dernière variable. J'ai ce truc-là. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un centrage et une renormalisation. D'accord? Donc mon Y, hein, j'ai renormalisé ici mes variables. Pourquoi est-ce que j'ai renormalisé? Parce que là, j'étais en train de comparer des choux et des carottes. D'accord, hein? Je comparais des distances à des temps en secondes, hein, et en particulier, vous voyez, les temps sur 1500 mètres qui ont tout de suite des grandes valeurs, des temps sur 100 mètres qui sont tout de suite beaucoup plus faibles. Donc là, ça devenait pertinent. Je crois que c'était d'ailleurs une question, hein, dans le devoir, j'avais mis pourquoi est-ce qu'on fait une renormalisation des données? Parce que là, on est en train de comparer, voilà, des choses qui, en priori, rien à voir. Il y a des chances qu'on crée des artefacts parce que les échelles ne sont pas les mêmes. D'accord, hein? Et donc là, on fait le choix de renormaliser. D'accord, donc ça, c'est mon Y. Donc il y a toute une démarche. Je peux aller regarder, hein, effectivement, le V, donc, qui est la matrice de covariance. Alors je vais tout refaire, ceci dit, on peut y aller quand même vite fait. D'accord, donc j'ai ma matrice. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des arguments inadéquats. J'ai pas redéfini P et N peut-être. Je suis allé trop vite. Voilà. Et donc j'ai ma matrice V. D'accord, donc ça c'est ma matrice V. En fait, ici, vu que mes variables elles sont renormalisées, c'est ma matrice de corrélation. C'est plus une matrice de covariance, hein, puisque j'ai déjà renormalisé mes variables. C'est un des petits exos que je vous ai laissé, hein, il y a une ou deux séances. Donc c'est bien une matrice de corrélation, hein. Sur la diagonale, j'ai bien que des 1. Et j'ai bien mes entrées qui sont que des choses qui sont comprises entre -1 et 1. D'accord? Et donc là, ce qu'on voit, hein, c'est qu'effectivement, donc j'ai mes 10 variables, hein, qui sont les 10 résultats à mes différentes épreuves. Je peux faire une décomposition en valeurs singulières, hein, donc m'apercevoir qu'effectivement, donc au passage, la trace, hein, c'est-à-dire mon inertie globale, bah, c'est P, c'est-à-dire c'est le nombre de variables. D'accord? Donc ici, c'est 10. Hein, je vais récupérer une inertie globale égale à 10. Et ce que je vois, c'est que quand je fais ma décomposition en valeurs singulières de cette matrice de corrélation, en fait, avec les deux premières valeurs propres,
hein, j'ai quasiment une part très importante de l'inertie globale, hein. Je suis déjà à 7 sur 10, donc j'ai quasiment 70% là, plus de 70% de l'inertie globale avec mes deux premières composantes principales. D'accord? Pareil, là, si je faisais un truc, hein, méthode du coude, là, je verrais que j'ai mes deux premières qui sont assez grandes, puis d'un coup, après, ça stagne, hein. On voit ici, là, ça descend, et là, ça s'arrête de descendre. J'ai toutes mes composantes principales qui apportent à peu près la même quantité d'inertie, ça décroît très lentement. Donc, on pourrait dire que là, avec la méthode du coude, je garde à nouveau que deux composantes principales. D'accord, hein? Donc j'ai bien que la somme des valeurs propres c'est 10, hein, on a dit, l'inertie elle est conservée par changement de base, et là voilà, la trace de ma matrice de corrélation c'est la dimension. Je peux regarder donc les proportions de valeurs propres, hein, c'est ce que je vous disais, j'ai 50% pour la première valeur propre, 20%, etc. D'accord, et à nouveau quand je somme, j'ai bien je somme à 1 puisque c'est des pourcentages ici que je vais regarder. Et puis donc pour finir, donc je fais mon ACP. D'accord. Je vais aller regarder donc effectivement mon ACP. Je peux faire un print ici. Qu'est-ce qu'il me fait si on fait un print? Bah voilà, on a ces trucs-là. Hein, donc on retrouve un petit peu nous nos écarts types, hein. Si je les mets au carré, je retombe bien sur ce que j'avais là. Et on va peut-être aller. Alors c'est peut-être sympa là d'aller regarder cette matrice-là, qui est la matrice de corrélation entre on va les afficher. Les ACP loadings. Donc ça euh, c'est mes axes. D'accord? Et là, j'ai mes nouvelles métavariables. D'accord? Donc là, c'est mon nouveau tableau de données, hein, qui comprend la première métavariable composante 1, deuxième métavariable composante 2, etc. On a dit qu'on n'en gardait que deux, hein, et qu'au-delà, de toute façon, vous voyez que ça devenait essentiellement du bruit. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la corrélation entre les variables de départ et les nouvelles métavariables. D'accord? Alors, à nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les deux premières colonnes, hein. On n'a gardé que deux composantes. Donc, c'est d'aller regarder ce truc-là. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, plutôt que de se taper un biplot, hein, qui des fois, bon là, on va pouvoir le faire, on est à nouveau en dimension 2. Mais on pourrait imaginer qu'on a décidé de garder quatre composantes, il faudra laisser tomber le biplot et juste regarder les indices numériques. Ben là, on verra que les corrélations, elles vont nous aider, hein. Il faut aller après aller chercher les corrélations. Hein, ce qu'on voit, par exemple, c'est que le 100 mètres, il est très corrélé à la première composante. D'accord? Là, il y a des corrélations négatives, etc., qui vont apparaître. Bon, du coup, là, si on va à l'essentiel, d'accord, pareil, je vous laisserai explorer tout ce truc-là. Si je fais mon biplot, alors j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il aurait peut-être fallu le ouais, peut-être il y a des petits soucis là sur le truc, je sais plus ce qui se passe. Donc ça va pouvoir se régler. Au pire, hein, voilà, on peut se refaire un graphique. En tout cas, euh, là, on a ces trucs-là. Bon, en plus, le graphique, voilà, il n'est pas forcément bien centré. Il faudrait le forcer là, hein, à recentrer un peu ce biplot. Mais bon, on va juste travailler, nous, avec ce truc-là. Et donc, à nouveau, là, voilà, on peut essayer de donner un sens finalement un petit peu à toutes ces quantités-là. D'accord? Essayer de voir un petit peu voilà, quel sens on pourrait donner à ces composés. Alors ouais, s'il y a des idées, ouais, ouais, puis on peut creuser ça. Ouais. Donc ça peut être un premier élément, ouais, ouais. Donc on va pouvoir aller de façon aller remettre les individus, hein, je ne sais pas comment je l'ai appelé grand X, peut-être ça va nous aider aussi. Donc il y a cette première piste. Et est-ce qu'il y a d'autres alors les individus peuvent nous aider. Alors là, bon, l'idéal ce serait que vous puissiez aller vous-même regarder à la main là ce que ça donne. On peut aller se regarder quelques individus particuliers. Donc là, en fait, ouais, effectivement, vous avez raison. Alors, c'est la première discussion qu'on peut avoir. On voit que la première composante, on a l'impression qu'elle oppose, hein, elle va opposer plutôt ce groupe de variables, hein, qui sont donc le 1500 mètres. Alors, surtout, par exemple, le 400 mètres, le 100 mètres, les et. Et puis ici, effectivement, ces variables qui sont plutôt des variables de saut ou de lancer.
D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Alors là, il faut faire gaffe, il y a un petit piège, c'est qu'en fait, elles disent pas les mêmes choses. D'accord? Quand vous êtes fort en course, vous faites un petit temps. Quand vous êtes fort en lancer, vous avez une grande valeur dans votre variable de départ. D'accord? Et en fait, vous voyez qu'en fait, c'est des infos contradictoires d'une certaine manière qu'on est en train de dire. Donc c'est peut-être ça, enfin c'est ça d'ailleurs qui explique le fait que les flèches elles sont opposées. En fait, hein, ça veut dire que quand vous êtes plutôt a priori sur la droite, vous avez fait des gros scores à la course et vous avez fait des petits scores au lancer, mais un petit score au lancer. Non, c'est ça, je suis en train de raconter des bêtises ou pas? En tout cas, c'est vraiment opposé. Non, c'est ça, ouais. Donc si je suis à droite, j'ai fait des petits scores à la course. D'accord? Mais j'ai du coup fait des grands scores au lancer, mais un petit score à la course, c'est bien, et un grand score au lancer, c'est bien aussi. D'accord? Donc en fait, plutôt là, je serais sur le résultat. Et en fait, l'idée, c'est que on peut regarder cet individu-là, hein, qui est au-dessus de tous les autres, là, en tout cas, qui est vraiment particulier. Donc c'est Kenvar, je ne sais pas comment on prononce. Qui est Oui, alors ça pourrait être le cas. Voilà, en fait, l'idée, c'est qu'après, si on voulait faire gaffe à ça, ça pourrait être une piste. En tout cas, effectivement, on a Canvar, donc ici, hein, alors on voit peut-être pas forcément trop. Là, on pourrait s'aider, c'est revenir sur le jeu de données de départ qui est DK. Hein. Là, vous vous rappelez que j'ai enlevé le score. Et dans ce truc-là, j'ai ce truc-là. Et donc, vous voyez que Canvar, ici, effectivement, lui, c'est le dernier du concours. Hein. Donc, en fait, Canvar, qui est complètement à droite, c'est le dernier du concours. Et je vais regarder plutôt, donc lui, il est vraiment voilà, à la traîne. Hein. Vous regardez par rapport aux autres en termes de score. Si je vais regarder maintenant le premier individu qui est Schenk, qui est plutôt ici, là. Hein. Alors, les tailles de noms sont prêtes à confusion, mais Schenk, a priori, c'est celui qui est le plus à gauche. Shanks, bah, c'est celui qui a remporté le concours. D'accord? Donc on a plutôt une première composante principale ici, hein, qui va plutôt nous donner effectivement le niveau, ouais, le niveau athlétique global de l'athlète. En fait, on est en train de retrouver le score. Un peu comme tout à l'heure, on retrouvait le sexe. Là, on est en train de retrouver un petit peu le score, hein, qu'on avait caché, qu'on a mis de côté, grâce à cette première composante. D'accord? Et effectivement, ensuite, donc le deuxième point, c'est d'aller regarder par exemple des individus qui sont assez opposés, donc par exemple Hollander et Blondel, d'accord? Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour eux. Donc Hollander et Blondel, ils sont a priori en milieu de classement, hein. Hollander, il est vers le milieu. Blondel, je l'ai perdu, mais vous devez peut-être le voir apparaître. Il est en haut, ouais. Donc lui, il est quand même bien placé. Ouais, puisqu'il est quand même plus sur la gauche, hein. Donc il est quand même bien placé. Et après, on peut regarder un petit peu ce qu'ils ont fait aussi, effectivement. Hein. Donc, on voit que, par exemple, alors, si je prends Hollander pour commencer, qui était là, lui, donc par exemple, au 1500 mètres, c'est un des pires temps, j'ai l'impression. D'accord? Hein, on voit à 300, là, c'est celui qui a le. J'ai cliqué, j'aurais pas dû. Hein, Hollander, c'est celui qui a fait le plus mauvais temps en 1500 mètres. Donc, on voit d'ailleurs que cette deuxième composante, elle est très corrélée avec le 1500 mètres. Donc, plus vous avez des grandes valeurs, moins vous avez fait des bons temps. Et on peut regarder à l'opposé Blondel et Zabo, par exemple. Hein. Blondel, on a dit qu'il était tout en haut, donc lui, au 1500, il est pas mal, hein, il est proche des 4 minutes, hein, 4 minutes 16, c'est honorable, enfin, ouais, c'est ça, 4 minutes 16. Et après, on peut aller regarder un petit peu, bah, au contraire, par exemple, les sauts, d'accord, les sauts et les lancers. Il est plutôt pas mal, hein, par rapport. Alors peut-être le saut, c'est pas super discriminant, mais on a d'autres choses là pour lesquelles il va être un petit peu au-dessus. D'accord, hein, 7,38, on voit qu'il est quand même plutôt bien placé à chaque fois dans les sauts, les lancers. Alors même si voilà, c'est un petit peu moins net. Alors c'est peut-être ouais, disque. Hein, sur le disque là, c'est là qu'on va voir qu'il y a le plus d'écart. Sur le disque, lui, il est à 41, donc les autres ont bien marché, et il y en a qui sont beaucoup plus faibles que ça. D'accord? Et pareil, un Zabo, je ne sais pas si on le retrouve, hein, on retrouve. Il est là, il est vers le milieu. Il faudra aller regarder en détail aussi ses résultats, hein, par exemple à la perche, c'est lui qui majeure. D'accord? Donc en fait, là, une interprétation possible, ce serait donc première composante principale, c'est plutôt le niveau global de l'athlète. Hein, est-ce qu'il est plutôt performant ou plutôt un peu en retrait, hein, notamment, c'est cet individu-là qui nous aide à mort, hein, parce que lui, on voit que c'est le dernier du concours, et voilà. Donc, première composante principale qui nous donne le score, donc qui agglomère tous les trucs. Deuxième composante principale, même si c'est pas super net,
on pourrait imaginer que ça oppose un peu les coureurs aux lanceurs sauteurs. D'accord? Alors on peut imaginer en particulier, c'est le 1500 mètres qui est le plus flagrant, peut-être le 400, où il faut être un peu sec quand même pour courir vite sur 1500 mètres. Il n'y a pas que de l'explosivité, faut tenir les 1500 mètres. Et donc ça va plutôt opposer un peu peut-être les athlètes un peu secs justement qui vont être bons à la course, qui vont être performants là-dessus, à ceux qui vont être au contraire un peu en difficulté vis-à-vis de ces trucs. D'accord? Donc là à nouveau, voilà, peut-être que Blondel, il n'est pas super fou là sur les sauts, etc. Il a bien marché au 1500. Au contraire, Hollander, voilà, il a fait un résultat catastrophique au 1500. Par contre, on voit quoi euh, voilà, la perche, hein, c'est ça. Bon, peut-être au lancer. Enfin, il faudra aller regarder en détail. D'accord? Mais en tout cas, il y a peut-être plutôt un profil massif, plutôt fin sur les participants. D'accord? Donc c'est du boulot, hein, voilà, encore une fois, c'est pas instantané. Il y a un peu de boulot à chaque fois. Et puis, on ne peut pas se passer, hein, vous avez vu sur les données anatomiques, là, on ne peut pas se passer d'avoir des experts sous la main aussi à un moment qui viennent nous aider dans l'interprétation. Hein. On ne peut pas faire un truc hors sol. Donc il faut aller gratter un petit peu. D'accord? Donc voilà, l'intérêt ici de la CP, hein, par exemple, ce serait pareil pour un athlète. Hein, j'ai un nouvel athlète qui arrive, je l'ai observé par exemple à un concours, un autre concours. D'accord? Je veux comparer les athlètes entre eux, mais ils n'ont pas couru sur les mêmes concours. Et bien là, grâce à l'ACP, je peux assez rapidement essayer de faire des comparaisons et dire à tel athlète, ben là, tu te situes plutôt là, à tel endroit sur le premier plan factoriel. Donc, je peux connaître ton profil. D'accord? Je peux savoir déjà si tu es plutôt performant ou voilà, plutôt un peu en retrait. Et après, j'ai un peu une idée sur ton profil. Est-ce que tu es plutôt coureur? Est-ce que tu es plutôt lanceur? On peut imaginer pour l'entraînement, par exemple, hein, derrière, ben, je peux très rapidement, avec quelques données là, adapter l'entraînement pour essayer d'aller améliorer ses techniques. Bon, alors, bien entendu, ça se verrait, voilà, un entraîneur qui connaît ses athlètes qui pourra le faire. Mais là, vous, de manière quasiment extérieure, on arrive à retrouver comme ça ces infos-là très rapidement. Bon, donc, c'est à nouveau un intérêt euh, d'avoir ces compressions de données. Des questions? Ça va? Pareil, en distanciel, là, vous avez pu. Je sais qu'il y a toujours un petit lag avec la souris, là, c'est des fois pas fou. C'est tout bon. Allez, et ben, génial si ça va bien. Donc, encore une fois, je vous envoie tout ça, hein. Il n'y a rien qui remplace la pratique. Donc, je vous envoie les sujets des années précédentes. Donc, comme ça, vous pourrez voir aussi déjà ce que j'attends de vous. Je vous envoie les codes, les jeux de données. Si vous voyez qu'en milieu de semaine prochaine, là, vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que j'ai oublié. Et vous n'hésitez pas à me faire un petit rappel par mail ou la fois suivante. D'accord, hein, voilà, je le prendrai pas mal. N'hésitez pas, c'est que ça m'arrive souvent. Et donc, je vous envoie tout ça et vraiment, et voilà, essayez de pratiquer. Donc, il y a vraiment à la fois la pratique sur machine. Ça, vous allez le faire aussi un petit peu dans les TP que vous allez faire hein, en Python, en SAS. Vous allez refaire de l'analyse de données. Vous allez faire d'autres choses aussi. Vous allez voir d'autres manières de gérer les données. Donc, hein, vous pourrez vraiment mettre les mains dans le cambouis, mais là, vous pouvez commencer à bosser un peu là-dessus. Et il y a aussi l'aspect théorique qui est important. D'accord hein, je pense que là, je vous aurais balancé les biplots dès le début. Ça aurait peut-être été dur de savoir exactement ce qu'on était en train de faire. D'accord? Donc, même si ça a aidé énormément, il faut quand même avoir le bagage théorique, encore une fois, ne serait-ce que pour expliquer à d'autres personnes qui ne sont pas spécialistes ce que vous êtes en train de faire. C'est aussi, ça fait partie, je pense, de votre futur métier, hein, de pouvoir communiquer avec des gens qui ne sont pas spécialistes de la discipline. Donc, si pas de questions, je vous propose donc qu'il nous reste un gros quart d'heure là, ici, avant la fin de la séance de ce bloc-là. On va commencer rapidement le chapitre 3. D'accord? Donc le chapitre 3, où on va continuer à faire de la CP en fait, mais dans un cas un petit peu particulier, puisqu'on va essayer de gérer des variables qui sont qualitatives. D'accord? Donc vous avez vu là, j'ai évité les écueils, hein, notamment pour les données de bassin. Il y avait des données sur le sexe, je les ai mises de côté parce qu'en fait on ne peut pas le gérer. Là, ce qu'on va voir, c'est comment effectivement croiser des informations sur des variables qui sont qualitatives. On va voir qu'en fait, la seule difficulté, enfin, le seul truc à faire, c'est transformer les données pour avoir des données qui deviennent quantitatives. D'accord? Donc, on va regarder des proportions par rapport à des classes. Et une fois qu'on aura fait cette transformation, on va réappliquer bêtement la CP. D'accord? Et ça va nous permettre d'avoir des interprétations qui seront potentiellement super chouettes.
D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse des correspondances multiples. Donc c'est notre chapitre 3. C'est parti. Analyse des correspondances multiples. Alors on va passer quand même assez vite, hein. J'ai pu calculer combien de séances il nous reste. J'aimerais bien vous faire passer un peu de temps sur le clustering. Alors qui sera peut-être un peu moins mathématique, mais on aura quand même besoin de quantités un peu sympas. Et voilà, qui vous permettra d'avoir un autre regard un peu aussi sur l'analyse de données. Donc ça vaudra le coup, hein, de passer un peu de temps sur le clustering. Et là en plus, donc pour ce que je vois en stage, en tout cas, hein, les soutenances de stage, souvent d'étudiants voilà, en fin de cursus, l'ACP, ça arrive très souvent, hein, que voilà, ça soit manipulé. Comme je disais, ça peut être vu comme une première étape avant de faire de la classif ou des choses comme ça, ou de l'apprentissage. L'ACM, c'est un petit peu moins fréquent. Ça arrive, mais c'est un peu moins fréquent. Donc voilà, je ne vais pas y passer 15 ans, hein. Je vais peut-être aller assez vite. Après, vous n'hésitez pas si jamais il y a des questions. D'accord? Donc l'idée, hein, la motivation de ce truc-là, c'est juste que l'ACP, c'est fait pour des variables qui sont quantitatives. Donc, hein, pour des variables quantitatives. Et la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des variables qualitatives? D'accord? Et voilà, donc hein, qu'est-ce qu'on fait? Donc que faire si on doit gérer, si on doit travailler avec des variables qualitatives? Donc hein, peut-être rapidement quelques exemples, hein. Par exemple, on peut vouloir croiser, hein, des exemples, c'est par exemple croiser des informations. Donc toujours pareil, hein, on est toujours dans le même contexte, on a des individus sur lesquels on a des observations, sauf que cette fois-ci c'est qualitatif. Et ce qu'on peut vouloir, hein, c'est plutôt que croiser les notes en maths, en physique, en français, en anglais, ou croiser des dimensions de bassin, hein, des données anatomiques, ou croiser des scores dans des concours de type décathlon ou autres, d'accord, Jeux olympiques. Là, on va plutôt essayer de croiser des variables qui sont qualitatives. Donc, par exemple, on va croiser la catégorie socio-professionnelle, lieu de résidence, hein, par exemple, donc pareil, ça va être du qualitatif, hein, c'est campagne ou urbain, par exemple, ou périurbain, d'accord, avec diplôme et puis les votes. D'accord, les votes à la dernière présidentielle. Donc là, il y a plein de gens qui s'intéressent à ces trucs-là, hein, en sociologie notamment. D'accord, hein, j'ai des données sur des gens, je fais des enquêtes de terrain, hein, j'interroge des gens, hein, voilà, quelle est votre catégorie socio-professionnelle, où est-ce que vous habitez, vous êtes plutôt milieu rural, milieu urbain, quel type d'études vous avez suivi, est-ce que c'est bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, ou des CAP, ou des choses comme ça, et puis pour qui vous avez voté, par exemple, à la dernière présidentielle. D'accord? Et la question après, c'est est-ce que je peux, comme on a fait pour les variables quantitatives, est-ce que je peux trouver des structures là-dedans? Faire des profils de gens, d'accord? Voilà, des gens, par exemple, qui ont, hein, on peut rajouter pareil, hein, des trucs sur le patrimoine, etc., existence d'un patrimoine. Hein, et par exemple, sur la dernière présidentielle en 2017, là, il y a des super analyses qui tournent, hein. Donc, par exemple, dans le bouquin de Piketty, le dernier là qu'il a sorti, il y avait tout un chapitre consacré à ces trucs-là où il a fait des enquêtes, enfin, il a utilisé des enquêtes de terrain, hein, pour voilà, comprendre comment les gens avaient voté et on arrive à faire des paquets de gens, d'accord, hein. Donc, on voit par exemple les gens qui sont très diplômés avec des revenus, ils ont plutôt voté République en marche. Les gens très diplômés, mais pas forcément des gros patrimoines, ils ont plutôt voté à gauche. Benoît Hamon, et puis etc. La France Insoumise, c'était encore d'autres profils de personnes, etc. D'accord? Et donc tout ça, c'est des analyses, enfin, qui ont un intérêt, voilà, sociologique. Mais on peut imaginer croiser plein d'autres choses, hein. Et puis pareil, vous, par exemple, ici au niveau de Polytech, on pourrait imaginer, hein, croiser, par exemple, la spécialité, d'accord? Spécialité, vous avez choisi, hein, les maths, la méca, la chimie, des choses comme ça. Et puis croiser, bah, par exemple, le département d'origine.
d'accord, le département d'origine, et puis on pourrait imaginer, je ne sais pas, moi, pourquoi pas regarder aussi le genre, hein, est-ce que le choix des spécialités, il est genré, ou est-ce que c'est complètement voilà, aléatoire, etc., etc. D'accord? Donc ça pourrait être intéressant à l'échelle de Polytech de comprendre finalement un peu ce qu'il y a voilà, des schémas qui apparaissent, des structures qui apparaissent dans le choix des spécialités, dans la façon dont les étudiants se comportent. Alors, ouais, c'est encore une autre affaire. Ouais, je crois que ça se fait. Après, c'est tout des histoires de transformation de données. Après, effectivement, on peut essayer de croiser un peu ces trucs-là. Voilà. Après, on peut essayer de commencer à croiser ça. Ouais, une étape suivante. Après, voilà, on sait le principe. Donc après, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Nous, on va pas se poser cette question-là, mais c'est faisable. C'est faisable. D'accord? Donc, vous allez déjà voir, ouais, c'est pas si évident que ça. D'accord? De gérer ce contexte. Alors le souci, hein, c'est qu'effectivement, là, je peux pas me balancer une ACP directe. Hein, là, dans les réponses que j'ai, par exemple, sur le deuxième cas, j'ai spécialité, méca, maths, etc. Donc je peux pas faire des moyennes empiriques. Hein. C'est quoi la moyenne empirique entre méca et maths? D'accord? Pareil, département d'origine. Alors je peux m'amuser à faire des moyennes de numéros de département, mais ça n'a aucun sens. D'accord? Il n'y a pas de département moyen. Voilà, vous venez de l'Isère, du Rhône, peut-être d'autres endroits, peut-être d'autres pays. Et puis pareil, hein, sur votre genre, je ne peux pas moyenner les genres, d'accord, hein, voilà. Donc c'est pas, on ne peut pas appliquer la CP direct, d'accord. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir jouer sur la représentation des données sur le tableau grand T qu'on va manipuler, d'accord. C'est sur ce tableau-là qu'on va, c'est le passage de notre tableau de données au tableau grand T sur lequel il faut travailler, puis après on pourra foncer. D'accord, donc petit 1, on va regarder le cas de deux variables qualitatives. Donc on va supposer qu'on a seulement deux variables. Et je ne sais même pas si je vous ferai le petit 2. D'accord? Je pense que je vais rester. Donc c'est un petit 1, mais peut-être qu'il n'y aura jamais de petit 2. Hein, donc on va juste regarder du qualitatif. On a deux variables. Juste pour vous donner un peu l'intuition de comment ça marche, que c'est faisable et que justement l'ACP permet de répondre à ces questions-là. Après, ça devient vite technique, c'est des notations dans tous les sens. D'accord? Donc en fait, le nerf de la guerre, c'est dans ces nouveaux modèles-là, hein, c'est la représentation des données. D'accord, la représentation des données. Donc en fait, hein, ici, c'est pareil, on observe, alors je mets des guillemets, hein, c'est pas de la stat inférentielle, hein, on dispose, ça sera peut-être plus pertinent, plutôt qu'on observe, on mettra on dispose d'un tableau grand X qui va être défini comme, donc on dispose d'un tableau X hein, qui appartient à Rn croix P. D'accord, hein, donc X, je peux le représenter comme on a fait tout à l'heure, ou les fois précédentes, hein, soit sous la forme de colonnes, hein, ça c'est les différentes variables qui m'intéressent. D'accord, et sauf qu'ici on va travailler avec P égale 2, hein, donc je vais l'écrire juste derrière, soit sous la forme de vecteur ligne, d'accord, donc on va avoir x1, xn. D'accord, donc hein, ici P égale 2, on a seulement deux variables. Ok, et en fait là ici nous xij, hein, xij, ici la seule différence c'est que xij n'est pas une valeur, ne prend pas de valeur dans R. D'accord, hein, donc je le reformule, xij ne prend pas de valeur dans R. Dans R. D'accord, et par contre ce qu'on va supposer en fait c'est qu'on a des classes. D'accord, et c'est vraiment hein, qu'on a des classes, donc on suppose, l'idée hein, c'est que les valeurs des xij hein, par chaque variable euh, peut être découpée en classes. D'accord, on a un nombre fini de classes, hein, on suppose que chaque variable peut être, donc chaque variable j peut être découpée en un nombre fixé de classes. D'accord, et ce nombre de classes, est-ce que j'ai. Ouais, c'est ça, hein, en un nombre mj de classes.
D'accord? Alors, par exemple, si je reprends mon exemple, là, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis quoi? Bah, par exemple, si je reprends le lieu de résidence, hein, est-ce que c'est campagne, urbain ou périurbain, par exemple? Je pourrais rajouter ça, hein. Je pourrais imaginer que j'ai trois classes, urbain, périurbain ou campagne. Là, ma variable, elle est découpable en trois classes. D'accord? Donc, je sais que dans ma colonne correspondante, j'aurai que trois valeurs possibles. D'accord? Je n'ai pas une infinité de valeurs possibles, hein, j'ai que trois valeurs possibles. Pareil, quand je vais regarder la spécialité, dans ma colonne spécialité, pour tous mes individus, à chaque fois, je n'aurai qu'un nombre fixé de choix. Je ne sais pas combien il y a de spécialités à Polytech, peut-être 7 ou 8. D'accord? Mettons 6, ouais, voilà. Donc mettons 6, hein, je sais à l'avance que j'ai que 6 classes. Pareil, le département d'origine, alors peut-être là, ça va me faire un peu, ça va me faire 100 classes, c'est un peu violent, mais peut-être je peux regarder la région d'origine, hein, je peux numéroter les régions, donc PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, etc. D'accord? Et donc là, j'en ai 12 ou 13, je crois, quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une hypothèse qu'on va faire, hein. Par exemple, hein, si je regarde la variable région, hein, la variable région, donc c'est un exemple, hein, la variable région, j'aurais par exemple un certain nombre de classes, hein, qui est Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, etc. D'accord? Et donc pour chaque individu, je prends une de ces occurrences, d'accord? Mais j'ai un nombre fini d'occurrences, je n'ai pas un nombre infini de régions, d'accord? Et voilà, d'accord? Donc on est vraiment dans ce contexte. Ok, donc là on va avoir besoin d'un certain nombre de notations. D'accord? Donc l'idée en fait, hein, ça va être de passer. Donc ce tableau X, il n'est pas exploitable. D'accord? Hein, il n'est pas exploitable parce que je ne peux pas encore une fois moyenner des régions, je ne peux pas moyenner des genres, je ne peux pas moyenner des spécialités. Donc là, c'est foutu pour la CP. Et l'idée, ça va être de remplacer le tableau grand X par ce qu'on appelle un tableau de contingence. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les valeurs de mes variables, je vais compter le nombre d'occurrences de mes variables et c'est ça qui va me servir pour essayer de voir ce qui se passe. D'accord? Donc de voir si effectivement donc j'ai explicité ça, hein, mais si je m'aperçois qu'il y a voilà, peu de gens qui choisissent les maths et qui viennent de la région Aura, c'est une information en soi. D'accord, hein. Si le croisement de ces classes me donne peu d'effectifs, ben là je vais pouvoir dire, ok, là, a priori, il n'y a pas de corrélation d'une certaine manière. Hein, entre aussi, il y a une corrélation très forte au sens où si vous venez de la région, vous ne choisissez pas les maths. Ok, donc c'est ce qu'on va faire, hein, ici. Donc là, on a besoin de notation et on est proche de la fin là, donc hein, je pense qu'on va être par là. Donc les notations, hein, pour tout J, alors, donc on note, hein, peut-être là on a que P égale 2, donc je ne vais pas noter pour tout J. On va noter M1, donc ça c'est le nombre de classes pour la variable 1. Donc c'est fixé, hein, c'est à l'avance, vous le connaissez. Hein, en particulier si c'est vous qui rédigez le questionnaire là, que vous allez adresser aux gens, bah, c'est vous qui fixez le nombre de réponses possibles. D'accord? Vous avez M2, donc ça c'est exactement la même chose, hein, c'est le nombre de classes pour la variable numéro 2. D'accord? Ça ne change pas. Et on va poser donc grand N, qui est donc une matrice M1 croix M2, qui est ce qu'on appelle le tableau de contingence associé à X. Tableau de contingence associé à X. Hein, en particulier, donc je vous précise qu'est-ce que ça veut dire, hein, la contingence ici. En particulier, pour tout IJ, donc pour tout I compris entre 1 et M1, pour tout J compris entre 1 et M2, hein, donc pour tout I compris entre 1 et M1, pour tout J compris entre 1 et M2, en fait, donc NIJ, ça c'est le nombre d'individus dans mon jeu de données. Individus, non, j'en ai mangé un morceau. Donc le nombre d'individus dans le jeu de données. Le jeu de données. Hein, ayant la classe I pour la première variable,
et la classe J pour la deuxième variable. Donc je suis en train en fait de compter dans ce tableau NIJ. Hein, je suis en train de compter le nombre d'occurrences. Donc on peut imaginer, hein, par exemple, je veux croiser, imaginons, hein, je veux croiser le choix de la spécialité avec le genre des étudiants. D'accord? Donc le genre c'est homme-femme. La spécialité, c'est maths, méca, bio, chimie, enfin, je ne sais pas quelles sont les spécialités, mais voilà, etc. D'accord? Donc, les 6 spécialités que vous avez appelées. D'accord? Donc là, pour chaque, le tableau de départ, un grand X, c'est vraiment un tableau avec n lignes et 2 colonnes. D'accord? Hein, c'est le tableau qui est là, je vous le remets juste derrière. Hein, c'est ce tableau-là qui contient donc n lignes et 2 colonnes. Chaque individu, il renseigne, ou j'ai renseigné pour lui, sa spécialité et son genre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a choisi? Maths, info, méca. Est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il ou elle est un homme ou une femme? Ok? Donc, j'ai ces deux infos-là. Et dans le tableau grand N, par exemple, je vais compter, par exemple, N11, hein, ce sera le nombre d'étudiants en maths qui sont de sexe masculin. N12, ce sera le nombre d'étudiants en maths de sexe féminin. Après N21, le nombre d'étudiants en méca de sexe masculin. N22, le nombre d'étudiants en méca de sexe féminin. D'accord? Donc peut-être je vous l'écris en toutes lettres pour que vous ayez. Non, je ne l'écris pas, il est 11h15. Je ne vais pas vous mettre en retard, avec que vous ayez une vraie pause. Et d'accord, mais c'est vraiment ça. Peut-être je le réexpliquerai en début de séance prochaine. D'accord? Et donc, juste le teaser, pareil, hein, de ce qui va venir dans le chapitre là, je pense on va y passer 1h30 max, c'est de se dire, en fait, plutôt que de travailler avec le tableau grand X qui est inexploitable, je ne peux pas faire des moyennes, etc., je vais travailler avec le tableau grand N. D'accord? Je vais travailler avec le tableau grand N et je vais choisir des métriques particulières qui sont adaptées à ce que je suis en train d'essayer de faire, hein, des données de comptage. Et voilà, et après, on va faire une ACP de manière tout à fait classique, d'accord? Et ça va nous permettre de justement donner de l'information et de regarder un peu des histoires de dépendance entre variables. D'accord? Donc là, on va aussi rejoindre un peu ce que vous allez faire en stat informatique. 11h15 tout pile, on s'arrête là, du coup. Euh, donc voilà, je crois que vous êtes en congé, c'est ça, la semaine prochaine? Vous avez une semaine de break, donc profitez bien, bonnes vacances. Et puis donc on se retrouve dans 2 semaines. Et moi, entre-temps, voilà, je vous envoie un max de ressources là, pour que vous puissiez avancer sur tous ces trucs. Allez, à bientôt. Donc pour ceux qui sont en distanciel, là, on se revoit la prochaine fois, je pense.